Bonjour à tous, c'est Lady Gaga sur la One Again TV. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial qui... Mince, comment je dois te présenter déjà? Ah oui, c'est vrai. Nous avons la chance d'avoir avec nous Beau Gosse du 30. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Oui, alors moi c'est Beau Gosse du 30 ou alors juste Mathieu si vous préférez. Je suis enfant des années 90 et amateur d'histoire et de politique. Super. Et de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors je vais vous dresser un petit tableau de ce qui s'est passé en France dans les années 90 en termes de mobilisation sociale et au niveau politique. Super, j'espère que ça va être intéressant. Donc, je vais lui laisser ma place et je reviendrai peut-être à la fin de la vidéo pour vous faire un petit coucou. Allez, à tout à l'heure. À toutes. Puisque la présidente est partie, je prends sa place. Alors maintenant qu'on est entre nous, je vais vous poser une petite question. Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'était que de vivre en France dans les années 1990? Quels ont pu être les espoirs et les perspectives d'avenir de la jeunesse ici? Que s'est-il passé dans le monde qui a pu bousculer notre destin et donner une nouvelle direction aux événements mondiaux et hexagonaux? Bon, ok, vous ne vous l'êtes jamais demandé, mais on va faire en sorte que la réponse vous intéresse quand même. Plantons le décor. La décennie 90 s'est nichée quelque part à l'apogée du rayonnement culturel nord-américain, à l'apogée aussi de l'hégémonie militaire et économique des États-Unis. On ne peut pas comprendre cette époque sans cet élément central, surtout sur une chaîne où l'on parle de pop culture. À ce moment-là, l'oncle Sam submerge le monde entier sous des gigatonnes de films, de musique, de symboles et même de valeurs morales. Et la France est en première ligne à se faire asperger de ce soft power. Le soft power, c'est le doux pouvoir. C'est ainsi que l'Occident croit, ou du moins raconte, qu'il va pouvoir régenter le monde désormais et pour toujours. Et à cet instant, la tournure des événements semble lui donner raison. En 89, à l'aube de la décennie, le monde vient d'assister, à un grand renfort d'images marquantes, à la chute du mur de Berlin. Hautement symbolique, l'événement marque la fin de l'Union soviétique comme modèle alternatif à l'économie de marché, portée, elle, par les États-Unis. Passé la menace d'un conflit de grande ampleur entre les deux blocs concurrents, on se persuade que le monde entre dans une ère de prospérité capitaliste et démocratique pilotée par l'Occident, Yankees en tête. Les Yankees sont les Américains. Certains à cette époque parlent même de fin de l'histoire. Mais ce qui se passe en coulisses, notamment en France, dresse un autre tableau de la situation. En réalité, cela fait déjà une quinzaine d'années que se sont terminées les 30 Glorieuses, cette période faste qu'ont connue les pays développés après-guerre. Et notre cher capitalisme, on va l'appeler ici Gary par exemple, est déjà en train de dévoiler sa vraie nature, un peu comme une nounou qui présente un visage d'ange aux parents avant de lacérer les fesses de leurs enfants à coups de cravache. Autrement dit, le système passe en mode défensif. C'est alors que l'on assiste en France à ce qu'on appelle le tournant de la rigueur. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Non, ça c'est le mien en fait. Je te propose un voyage dans le temps, via planète Marseille, je danse le Mia. Je danse le Mia. Au début des années 80, l'immense essor économique généré par la reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale s'essouffle déjà. On a construit en France des barrages hydroélectriques, des usines, des routes à ne plus savoir qu'en faire. Les infrastructures étant déjà là, la croissance ralentit considérablement. Le chômage et l'inflation font leur apparition. Et c'est paradoxalement sous le gouvernement socialiste de François Mitterrand que l'État commence à serrer la vis sur les dépenses publiques. Tous les secteurs sont touchés et des économies colossales sont réalisées dans le budget de l'État, aux dépens bien sûr des services publics et du système de protection sociale. C'est dans ce contexte d'austérité que commence la décennie 90. La gauche française, toujours au pouvoir, a fortement déçu son électorat avec une série de réformes antisociales. Et la droite force le passage aux élections législatives de 1993. Elle obtient 472 sièges de députés à l'Assemblée sur 577. Mitterrand se voit alors obligé de nommer Premier ministre Édouard Balladur du RPR. Les coupes budgétaires se poursuivent, réforme après réforme, et le niveau de protection sociale des Français s'en ressent. Après la réforme Balladur des retraites en 1993, c'est Alain Juppé, fraîchement nommé Premier ministre par Chirac en 1995, qui nous prépare sa petite popote bien austère. Dans son plan Juppé, il y en a pour tout le monde. Allongement des annuités pour les retraites, blocage et imposition des allocations familiales, limitation des dépenses de la sécurité sociale et augmentation des cotisations pour le chômage. Alors que Jacques Chirac s'était fait élire en promettant de réduire la fracture sociale, il s'apprête à l'aggraver. La colère gronde en France, les secousses du mouvement social arrivent et là, ça devient croustillant.
C'est la plus importante grève depuis 1968. Elle réunit des centaines de milliers de travailleuses et de travailleurs et le nombre cumulé de jours de grève pendant cette période atteint 5 millions. Selon certains observateurs, depuis cette date, le seul mouvement social ayant dépassé en ampleur celui de 95, c'était l'année dernière, sous Macron, contre la réforme des retraites. Comme quoi, la rue parle encore aujourd'hui. Le 30 décembre de cette année, la réforme de la Sécu passe par ordonnance. À ce moment-là, nous sommes au cœur d'un processus de détricotage du système de protection sociale français, qui a commencé en 83 sous Mitterrand et se poursuit encore aujourd'hui. On n'arrête plus la rigueur, on peut juste essayer de la freiner un peu. En 97, un nouveau séisme secoue la politique hexagonale. Jacques Chirac, ce farceur, décide à la surprise générale de dissoudre l'Assemblée nationale un an avant les législatives prévues de 98. Et la droite ayant traumatisé l'opinion publique en l'espace de 2 ans, c'est la gauche qui rafle la majorité des sièges cette fois-ci. Et Lionel Jospin est nommé Premier ministre. C'est la 3e cohabitation entre un Premier ministre et un président de bord opposé. Dites donc, des remous à l'Assemblée, des passages en force et des mobilisations de masse, ça résonne un peu avec l'actualité, vous ne trouvez pas? Le gouvernement Jospin cohabite de façon pacifique avec l'Élysée dans un premier temps, tout en évitant de froisser l'opinion. Il évite par exemple d'user de l'article 49.3 de la Constitution, mais ne parvient pas à inverser la tendance des réformes. La fin de cette cohabitation sera plus conflictuelle. Les années 90 en France, comme dans l'Occident, sont marquées par une ambiguïté majeure. Nous sommes à la fois à l'apogée d'un rêve de stabilité, de prospérité et de paix globale, et dans le constat clair que ce n'est pas Gary, le capitalisme donc, qui apportera au peuple ce dont il rêve plus que jamais. Tolérance, justice, égalité des chances. Gary a montré ses faiblesses trop tôt, et l'on n'y croit déjà plus. Mais chez la jeunesse française de cette décennie s'installe durablement un esprit idéaliste, utopiste, mondialiste. De la victoire de la France black-blanc-beurre au mondial de 98 au concert de Berrurier Noir où l'on levait les doigts contre le fascisme, tout invite à rêver d'une France solidaire et métissée, unie dans la diversité. Si les récents événements montrent que l'histoire avec un grand H continue bel et bien car la stabilité économique et diplomatique mondiale commence à ressembler à un mirage, ma génération, celle de 90, a grandi en prenant au sérieux les grands idéaux et les chansons un peu niaises des enfoirés. La fraîche naïveté des années 90 réside encore quelque part dans nos petits cœurs tout mous. Peut-être ressurgira-t-elle bientôt, au cœur d'une époque de cynisme et de désenchantement. Sous quelle forme, l'histoire le dira. Bon, et bien c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu et intéressé. Je vois que Lady Gragra revient. Ça va, je leur ai pas trop plombé l'ambiance? Eh bien écoute, ça sera les internautes qui nous le diront. J'espère que cette édition spéciale vous aura plu aussi. Et est-ce que tu comptes revenir nous voir? Eh bien, à l'occasion, pour des sujets qui seraient un petit peu dans ma spécialité, on va dire, ouais, ça me ferait plaisir. Ok, bah super. C'était donc Mathéo alias Beau Gosse du 30 et Lady Gragra sur la One Again TV. On vous dit au revoir et à la prochaine. Salut! Ciao, ciao.